Du coup, autre actualité, donc on est sur la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Par sa décision du 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 et qui a pour objet, spoiler alerte, de faire une contre-réforme des retraites. Et le Conseil constitutionnel en avait été saisi par, alors attention, il y a la blinde de personnes qui avaient saisi le Conseil constitutionnel, la première ministre, parce que ouais, Borne a voulu sécuriser son texte en mode regardez, je suis de bonne foi, regardez, je saisis le Conseil constitutionnel, etc. Et par 2 recours émanant chacun de plus de 60 députés, ainsi que par un recours émanant de plus de 60 sénateurs. Bon, et bien sûr, comme on parle des retraites, on va balancer la sauce au niveau des triggers. Bon, déjà, il y a celui-là. Nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites. Voilà, il y a lui aussi. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Quel menteur celui-là. A few moments gros mytho. later. On doit Gros mytho. progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, jusqu'à 65 ans. C'est vraiment menteur, mon gars. On n'a pas une grande ambition réformatrice sur des petites mesures de comptables sur les retraites. C'est nul. Nul. Mais oui, c'est clair. Voilà. Les retraités, si c'est Bernard Arnault, lui baisser ses pensions et ses revenus, je suis pour. C'est l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste. Et le dernier. Il faut sauver notre système de retraite par répartition, parce que si on vit plus longtemps, il faut travailler. Quoi ? Allez, faut bosser plus, là, il faut payer les aides aux entreprises, les baisses d'impôts des riches. Rien à foutre de ta dépression. Et ouais, Bon, sur la procédure suivie pour l'adoption de la loi. Alors, les députés et sénateurs requérants ont critiqué en particulier le recours à une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour procéder à une réforme des retraites. Ce choix du gouvernement aurait constitué, selon eux, un détournement de procédure, dans le seul but de lui permettre de bénéficier des conditions d'examen accéléré prévues à l'article 47-1 de la Constitution, alors qu'une réforme de cette nature aurait dû être examinée selon une procédure législative ordinaire. Voilà. Donc, c'est le fameux argument que vous avez pu entendre dans les médias sur le véhicule législatif. En fait, la procédure législative concernant les lois de financement rectificatives, enfin concernant les lois de financement de la sécurité sociale, c'était pas une procédure adaptée pour la réforme des retraites. Et c'était une manière de contourner la procédure et de contourner les contraintes qui est prévue par la procédure classique d'adoption de la loi. Voilà, donc la procédure législative ordinaire, on appelle ça. Et bon, spoiler alerte, je pense que le Conseil constitutionnel avait dit non, c'est pas possible. Bon, après vous allez voir l'argument du Conseil constitutionnel, je pense que vous allez dire que c'est du pipeau. Voilà, donc maintenant on va en voir un peu plus en détail. Donc pour examiner ces critiques de procédure, le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur les termes des articles 37 et 47.1 de la Constitution qui instituent la catégorie des lois de financement de la sécurité sociale et sur les dispositions organiques qui sont venues en préciser l'application. Donc dispositions organiques, c'est les dispositions prévues par les lois organiques. Voilà. Le Conseil constitutionnel juge qu'il ne résulte pas de ces textes, ni au demeurant de ces travaux préparatoires, des travaux préparatoires des dispositions organiques en vigueur, que le recours à un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale serait subordonné à d'autres conditions que celles résultant de ces dispositions. Voilà, donc le Conseil constitutionnel a dit j'ai regardé le contenu des textes, que ce soit les articles 34, l'article 34, je rappelle, c'est l'article qui fixe le domaine de la loi, c'est-à-dire qu'il liste les compétences les domaines dans lesquels le législateur, le Parlement peut voter des lois. Voilà. Et le 47.1, donc le fameux 47.1, c'est le fameux article qui restreint, si je puis dire, les délais de discussion du texte d'une loi de finances, voilà. Et en particulier, d'une loi de financement de la sécurité sociale, voilà. Avec le fameux délai de 50 jours, voilà.
Mais bon, on reviendra dessus juste après. Ouais, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, ça va être à peu près ça l'argument. Et je rappelle aussi que, que ce qu'on entend par travaux préparatoires, ce sont, si je puis dire, les discussions, les rapports qui ont pu être effectués sur les dispositions concernant les lois organiques qui précisent les dispositions de l'article 47.1 de la Constitution et somme toute de la procédure applicable aux lois de financement de la sécurité sociale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On va enchaîner. Ainsi, contrairement à ce que soutenaient les requérants, le recours à un tel véhicule législatif, donc le recours à la procédure de loi de financement de la sécurité sociale, n'est pas subordonné à l'urgence, à des circonstances exceptionnelles ou à un déséquilibre majeur des comptes sociaux. Voilà. Et ça, bon. Pour les juristes, pour les spécialistes du droit constitutionnel, c'est une pépite. C'est une pépite cette justification. Une pépite dans le sens, ça apporte des nouveautés sur la manière dont on interprète, si je puis dire, le recours. En gros, ça donne le Conseil constitutionnel apporte des éléments supplémentaires pour savoir à quel moment on peut recourir ou non à la procédure de la loi de financement de la loi de financement de la sécurité sociale. Et là, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel nous dit on peut appliquer la procédure de loi de financement de la sécurité sociale même s'il n'y a pas d'urgence, même s'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles ou un déséquilibre majeur des comptes sociaux. Donc là, clairement, c'est extrêmement favorable au gouvernement. En somme, le gouvernement n'a pas à justifier d'une urgence ou de circonstances exceptionnelles ou un déséquilibre majeur des comptes sociaux pour mettre en œuvre une loi rectificative du financement de la sécurité sociale. Voilà. C'est, là-dessus, il n'y a aucune justification à apporter par le gouvernement. Et du coup, à première vue, il n'y a pas de détournement de procédure. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il lui revient uniquement de contrôler qu'elle comporte les dispositions relevant du domaine obligatoire, donc article liminaire, présentation en deux parties, recettes, dépenses, rectification des prévisions, des équilibres et des objectifs, et de vérifier que les autres dispositions ne sont pas des cavaliers sociaux, mais se rattachent bien à l'une des catégories du domaine facultatif. Voilà. Suivant cette grille d'analyse, le Conseil constitutionnel juge notamment que si les dispositions relatives à la réforme des retraites, qui ne relèvent pas du domaine obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale, auraient pu figurer dans une loi ordinaire, le choix qui a été fait à l'origine par le gouvernement de les faire figurer au sein d'une loi de financement rectificative ne méconnaît en lui-même aucune exigence constitutionnelle. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur à cet égard, mais uniquement de s'assurer que ces dispositions se rattachent à l'une des catégories mentionnées à l'article LO 111-3-12 du Code de la Sécurité sociale. Donc cet article-là, en fait, que je viens de citer, ce sont des dispositions de la loi organique qui sont inscrites dans le Code de la Sécurité sociale et qui régit, si je puis dire, ces dispositions, elles régissent la procédure de la loi de financement de la sécurité sociale. Voilà. Et en gros, là, ce que dit le Conseil constitutionnel, moi, mon rôle, simplement, c'est de contrôler si les mesures qui figurent dans la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, elles correspondent à des domaines qui sont traités par ce type de loi. Mais par contre, je n'ai pas à contrôler, si je puis dire, le choix pour le législateur de recourir ou non de passer ou non par le biais d'une loi ordinaire ou par le biais d'une loi de financement de la sécurité sociale. Ça, encore une fois, ça relève de la liste. Je laisse cette liberté, cette marge au législateur, au Parlement. C'est pas à moi, constitutionnel, d'imposer au législateur de passer soit par une loi de financement de la sécurité sociale, soit de passer par une loi ordinaire. Grosso modo, c'est ça l'idée.
Et c'est pour ça que le choix, en somme, le choix du véhicule législatif, le choix de la procédure d'adoption de la loi, c'est pas quelque chose que le Conseil constitutionnel contrôle. Voilà. Et il n'y a pas de et encore une fois, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, il n'y a pas besoin pour le gouvernement, de justifier d'une urgence de circonstances exceptionnelles ou d'un déséquilibre majeur des comptes sociaux pour mettre en œuvre, pour demander à ce que soit adoptée une loi du financement rectificative de la sécurité sociale. Voilà. Là-dessus, il y a pas de ce type de conditions, ça n'existe pas, selon le Conseil constitutionnel. Encore une fois, tout ce qui est contrôlé, si le Conseil constitutionnel effectue simplement un contrôle, du contenu qu'il y a dans la loi. Il vérifie si par exemple il n'y a pas des cavaliers sociaux, s'il n'y a pas des dispositions qui n'ont rien à voir avec les aspects financiers, avec des aspects financiers. Voilà. Donc du coup, le premier argument sur le véhicule législatif, c'est poubelle. Voilà. Donc c'est écarté. Donc pour ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief de ce que le législateur aurait irrégulièrement eu recours à une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. C'est une question qui est extrêmement intéressante pour les constitutionnalistes, donc pour les spécialistes du droit constitutionnel et pour les spécialistes des finances publiques. Mais bon, malheureusement, pour le peuple, c'est un argument de moins malheureusement qui est écarté. Je rappelle que donc pour ceux qui veulent simplement un résumé, le Conseil constitutionnel a supprimé certaines dispositions de la loi de la contre-réforme Macron parce que c'était des cavaliers sociaux, mais tous les autres arguments ont été balayés. Et là on essaie de comprendre pourquoi les arguments ont été balayés. Alors je vais vous lire, je vais lire Nougat. Excuse-moi, je prends un petit peu de retard pour te lire. Donc ils sont censés juger d'un texte par la loi et ils sortent une vulgate random pour dire votre recours allez vous faire on peut le dire crûment comme ça. Pour une rectification il faut un motif. Et encore une fois, je te dis, mais on va pas se le cacher, derrière cette décision, il y a une dimension politique et le Conseil constitutionnel ne voulait pas trop se mouiller. Et du coup, il se retranche derrière des arguments juridiques et procéduraux pour dire circuler, rien à voir, quoi. Et il a dit, en gros, le Conseil constitutionnel, grosso modo, ce qu'il a dit dans cette première partie, c'est je suis désolé, mais moi je me cantonne, moi j'ai pas de marge de manœuvre, moi je me cantonne à ce que je peux contrôler. Voilà, je peux pas aller au-delà de ce que la Constitution me permet de faire. Voilà, je peux pas aller plus loin. Retenez ça. Alors j'ai beaucoup bossé le droit de la sécu, car c'était mon ancien taf, il n'y a rien là-dedans qui se rapproche des habitudes. Après oui, c'est parce que là en fait, j'imagine que, comment on appelle ça, après peut-être que t'as pas non plus bossé sur le volet constitutionnel et sur comment on appelle ça, et sur la manière dont on adopte les lois de financement de la sécurité sociale. T'as peut-être plus une vision opérationnelle du droit, à mon avis, pour le fonctionnement, c'est-à-dire sur la manière d'attribuer les aides, peut-être, ou même sur la manière dont on réfléchit sur le financement des retraites, peut-être. Mais par contre, encore une fois, là, sur les arguments sur la procédure législative, sur la manière dont on adopte les lois, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus technique. Et c'est, encore une fois, c'est très difficile de faire sauter une loi avec des arguments qui sont autour de la violation de la procédure, etc. Ça, on est vraiment sur quelque chose de difficile, qui est difficilement mobilisable. Mais encore une fois, politiquement, parce que, encore une fois, si les députés de la NUPES n'avaient pas tenté le coup, on leur aurait reproché, on leur aurait dit « Ouais, mais vous avez même pas tenté le coup, etc. » Alors certes, certains disent que c'est un coup d'épée dans l'eau, etc. Mais bon, il fallait tenter le coup, même si c'est la voie institutionnelle, etc., que la voie institutionnelle, ça a ses limites, voire même qu'il y avait très peu de chances à ce que ça passe, il fallait au moins le faire pour la forme, voilà, politiquement, pour dire, regardez, la NUPES, la NUPES et les autres députés ou sénateurs qui tentent le coup,
on tente des choses par la voie pacifique, par la voie institutionnelle, et regardez, ça ne marche pas. Donc au bout d'un moment, et comme ça justifie davantage, la rue, quoi, en fait. Sachant qu'il y a une bonne partie du peuple français, une bonne partie des travailleurs qui s'opposent à cette réforme. Et encore une fois, je rappelle, la réforme des retraites, ce n'est qu'une goutte d'eau parmi d'autres problèmes qui sont mis de côté, que ce soit le racisme, les violences des institutions, ou même les autres formes de précarité, le logement, les personnes à la rue, les personnes qui rencontrent des difficultés pour payer, pour payer les fins de mois, quoi, voilà. Donc c'est un retour des revendications des gilets jaunes. Même les plus élémentaires, comme le fait d'avoir des difficultés de satisfaire les besoins primaires, se loger, se chauffer, se nourrir, etc. Voilà. Et là, ici, le fait de contraindre les gens à travailler 2 ans de plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, voilà. C'est les gens en ont marre de se faire marcher sur les pieds, étant donné en plus le contexte d'inflation dans lequel on se retrouve, sous couvert bien évidemment de la guerre, avec, on l'a vu, les espèces de salopards, de richos de merde, qui s'enrichissent et qui disent « Ah c'est la guerre, écoutez », et qui font des petits bénéfices dans le dos. Voilà, on les voit. Et en somme, ça alimente la colère du peuple, et ça divise les Français, parce qu'il y en a qui se résignent par peur, ou alors parce que certains veulent conserver leur pseudo-confort en se disant que de toute façon, moi je vais me résigner et bander et soutenir les riches, parce que peut-être que moi j'aurai cette chance d'être riche, voilà. Et malheureusement, c'est une illusion, voilà. Et les personnes préfèrent, soit par peur, soit se disent, écoute, autant être du côté des forts, en espérant en faire partie, voilà. Mais bref, je divague. Je vais relire un peu vos commentaires, et après, je vais lire la suite la suite du communiqué. Alors une réforme des retraites n'a rien à faire là-dedans. Alors sur les aspects financiers, en somme c'est pas, je veux dire, il y a des aspects financiers qui méritent, qui concernent le budget de la sécurité sociale, et qui méritent d'être discutés dans une loi de financement de la sécurité sociale. Mais par contre il y a d'autres aspects qui n'ont rien à foutre là, et qui doivent figurer plutôt dans une loi relative à la fin de carrière, voilà, notamment dans une nouvelle loi travail, et elle sera là, la nouvelle bataille, voilà, la nouvelle bataille législative. Et sachez qu'il y a d'autres batailles à mener, notamment il y a une bataille qui est menée aussi sur la nationalisation d'EDF. Il y a une bataille aussi qui est menée sur comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire. Une bataille qui est menée contre la loi Asile-Immigration, il faut pas l'oublier, parce qu'on rappelle, il y a une solidarité à avoir entre tous les travailleurs, que ce soit les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. Les deux doivent avancer dans le même sens. Il faut arrêter cette mise à dos des travailleurs en raison de leur origine, sachant que travailleurs nationaux et travailleurs étrangers participent tous deux à l'économie. Voilà, donc il faut faire en sorte que les étrangers puissent vivre dignement au même titre que les nationaux. Et sinon, quelle image on renvoie, je veux dire, pour vous les droitards, quelle image on renvoie de la France à défendre nos propres intérêts et à faire preuve d'isolationnisme en disant c'est notre cul d'abord et les étrangers derrière. Quelle image on renvoie? Posez-vous la question. Je sais que ça fait mal d'entendre ça, mais posez-vous la question. Je pense pour les personnes qui seraient à minima patriotes. Il n'y a aucune obligation à être patriote, mais bon, pour les personnes qui se disent patriotes, posez-vous la question de l'image que l'on renvoie de la France à laisser les étrangers. Voilà, à les mettre de côté. Posez-vous la question. Bref. Alors, donc les recours parlementaires se rejoignaient également. Donc pour soutenir les délais d'examen.
Donc resserré, donc prévu par l'article 47.1. Donc petit rappel de l'article 47.1, donc c'est 20 jours devant l'Assemblée nationale, puis 15 jours devant le Sénat, et en première lecture 50 jours au total. Et ne pouvait pas être appliqué à cette loi de financement rectificative. Donc ça, c'était l'argument qui était avancé par les députés et les sénateurs. Et je rappelle qu'au-delà de 50 jours, l'article 47.1 prévoit que la réforme des retraites passe par ordonnance, c'est-à-dire par des textes qui sont adoptés par le gouvernement dans le domaine de la loi. Après, à toutes fins utiles, on peut peut-être jeter un œil sur l'article, j'ai pas l'occasion de le faire, mais l'article 34 de la Constitution, pour que vous voyez quels sont les domaines dans lesquels la loi intervient. Alors, je sais pas s'il y a une liste... voilà, donc là vous avez les différents domaines dans lesquels la loi intervient. Donc les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de leur liberté publique, la nationalité et l'État, la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, donc la détermination des crimes et délits, ainsi que leurs peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création des ordres de juridiction, donc la création d'un juge judiciaire, d'un juge administratif par exemple, le statut des magistrats, l'assiette, le taux de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie, le régime électoral des assemblées parlementaires. Donc là, si vous voulez, si ça vous intéresse, donc je vous balance. Donc là, c'est pour vous donner quelques exemples pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça correspond. Voilà. Donc là, vous avez une idée de ce à quoi ça correspond. Voilà, le domaine de la loi. Et tout ce qui est en dehors des différents domaines qui sont cités, c'est au pouvoir réglementaire de le définir. Voilà, et ce de manière autonome. Après, le pouvoir réglementaire, donc le gouvernement, a une autre fonction, c'est d'exécuter la loi et de prendre des décrets qui visent à prendre des mesures pour mettre en œuvre les lois qui sont adoptées. Voilà, je le rappelle. Bon, sur ce petit aparté, je regarde, est-ce qu'il y a la décision du Conseil constitutionnel qui est disponible en bas? Non, il n'y a que le communiqué. Si vous voulez, de toute façon, je vais vous montrer très rapidement, comme ça au moins vous avez... donc là, je vais essayer de mettre la main sur la décision du Conseil constitutionnel. Décision Conseil constitutionnel retraite. Alors, hop, je vais mettre DC, voilà. Donc 23-14 avril, voilà. Donc là, pour vous montrer comment ça fonctionne, donc vous avez différents paragraphes. Donc là, vous avez les arguments qui concernent donc la mise en œuvre de l'article 47.1. Donc là, vous avez le premier argument qu'on avait traité, donc le choix du véhicule législatif, donc qui concerne les paragraphes 3 à 19. 3 à 10, alors non pas 3 à 19, 3 à 12 de la décision du Conseil constitutionnel. Si vous voulez les arguments concernant le 47.1, donc c'est les paragraphes 13 à 19 donc de la décision, et vous retrouvez le détail. Donc comme ça, c'est comme ça que vous pouvez naviguer dans la décision du Conseil constitutionnel. Et là, je vous partage donc la décision. Voilà. Bon, sur ce, revenons à nos moutons avec l'article 47.1. Alors, le Conseil constitutionnel juge à cet égard, qui résulte du même texte, donc de l'article 47.1 de la Constitution, que ces délais d'examen sont applicables non seulement à la loi de financement de l'année, mais aussi aux lois de financement rectificatives, qui modifient en cours d'année les dispositions de cette dernière, et que l'urgence ne constitue pas une condition de leur mise en œuvre. Donc ça c'est rappelé par le Conseil constitutionnel. Dès lors, en saisissant le Sénat du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, une fois écoulé le délai de 20 jours imparti à l'Assemblée nationale pour se prononcer en première lecture, le gouvernement s'est borné à faire application des règles particulières d'examen découlant de l'article 47.1 de la Constitution. Alors qu'au demeurant, eu égard à l'état d'avancement de l'examen du projet de loi, l'Assemblée nationale, à l'issue de ce délai, la prolongation des débats devant cette chambre n'aurait pas permis l'adoption de ce texte. Voilà, donc là ici, ce que dit le Conseil constitutionnel sur l'article 47.1, il dit il n'y a pas besoin de justifier d'une urgence pour recourir à l'article 47.1 de la Constitution, il n'y a pas besoin de démontrer une urgence pour dire on va vous imposer des délais pour adopter le texte, et de toute façon, le Conseil constitutionnel a constaté que, en fait, c'était tellement le bordel à l'Assemblée nationale
qu'il y avait tellement un ralentissement dans la discussion du texte qu'il fallait mettre en œuvre l'article 47.1. Encore une fois, moi je vous dis, je suis totalement en désaccord avec cette analyse. Politiquement, après juridiquement on n'a pas trop le choix, mais politiquement vous avez le droit de cracher sur cette justification à juste titre. Voilà. Parce que en gros ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est comme il y avait eu des ralentissements, comme il y avait eu de l'obstruction, il le dit pas explicitement mais implicitement c'est ça, comme il y avait eu des ralentissements et que de toute façon à cause de qu'il y avait eu un ralentissement tel que le texte ne pouvait pas être adopté dans les délais, eh ben il était tout à fait possible pour le gouvernement de recourir à l'article 47.1 et de pousser, comment on appelle ça, et d'accélérer les débats. Voilà. Un autre aspect concernant la procédure d'adoption de la loi avait attrait à la clarté et à la sincérité des débats parlementaires. En particulier, la question était soulevée par les parlementaires requérants de savoir si l'application cumulative de plusieurs procédures prévues par la Constitution et par les règlements des assemblées avait entaché d'irrégularité ou non la procédure suivie. L'examen successif de chacune des procédures a conduit le Conseil constitutionnel à relever que, appliquée conformément au règlement des assemblées, aucune n'avait porté d'atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Puis le Conseil constitutionnel a jugé que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution et par le règlement des assemblées nationales aient été utilisées cumulativement pour accélérer l'examen de la loi déférée n'est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l'ensemble de la procédure législative ayant conduit à l'adoption de cette loi. En l'espèce, l'utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel en réponse aux conditions du débat. Elle n'a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. En gros, traduction, le fait de recourir à l'article 49.3, le fait de recourir au vote bloqué prévu par l'article 44 du règlement de l'Assemblée nationale, et le fait de recourir à l'article 47.1 de la Constitution, ça n'a pas pour conséquence de porter atteinte à la sincérité et à la clarté des débats, sachant que il fallait s'adapter par rapport aux conditions dans lesquelles le texte était débattu. Voilà l'argument qui a été avancé par le Conseil constitutionnel. Et j'imagine, il fait référence, alors il y a un passage aussi qui n'a pas été évoqué par le Conseil, qui n'a pas été évoqué dans le communiqué, mais qui concerne le recours à l'article 49.3. Donc dès lors, la Première ministre pouvait, au stade de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, engager la responsabilité du gouvernement sur le vote de l'ensemble du projet de loi. Donc là, ici, le Conseil constitutionnel rappelle que le recours à l'article 49.3 dans le cadre de la commission mixte devant la commission, au stade de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, ça viole pas la Constitution. Voilà. Donc le gouvernement peut recourir à l'article 49.3 à ce moment-là. Donc là, en gros, le Conseil constitutionnel valide le recours au 49.3. Je rappelle, le 49.3, c'est la procédure qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité. Sous réserve d'engager sa responsabilité, le texte est adopté sans vote. Voilà, sans discussion. Le seul vote qu'il y a, c'est le vote de la motion de censure. Voilà. Et si la motion de censure est rejetée, automatiquement le texte est adopté. Voilà, c'est le principe du 49.3. Et engager sa responsabilité politique devant l'Assemblée nationale, ça veut dire que le gouvernement peut être renversé. Et du coup, le gouvernement, Borne et ses ministres sautent. Et du coup, ça démissionne et ensuite il y a un autre gouvernement qui est mis en place. Voilà. Et salut Jojo le Gaucho. Bienvenue à toi. Alors, je vais lire... Donc là, je vais juste fermer ça. Donc là, on verra si j'ai le temps de lire le petit passage de droit administratif. Et salut Fustave Glober. Bienvenue à tous. Alors, je vais voir un peu si je peux vous lire un petit peu.
on ne peut pas bloquer une loi de financement de la Sécu car tous les hôpitaux attendent cette loi pour connaître leur budget. Oui, on est d'accord. Ce qui n'empêche pas ce gouvernement d'attendre 6 mois pour le faire. Pire que le gouvernement Sarkozy, c'était 5 mois. C'est vrai qu'effectivement, les hôpitaux dépendent, le budget des hôpitaux, comme c'est lié au budget de la Sécu, forcément, les hôpitaux dépendent de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale. Et il y a aussi les prestations sociales derrière. Et c'est pareil pour les lois de finances. Les lois de finances, c'est pareil parce que il faut aller vite parce que derrière, il y a les recettes et il y a les dépenses quoi. Il y a les crédits qui sont accordés au ministère, qui sont accordés au financement des services publics, et il y a aussi les recettes, il y a aussi les impôts. Voilà. Donc c'est pour ça que les textes financiers doivent être adoptés dans des délais qui sont assez restreints. Voilà. Et c'est sous couvert de cet argument que malheureusement on pousse à accélérer la discussion des textes, et ça permet au gouvernement de dire attendez, il faut aller vite, on est sur un texte financier, et pour derrière faire passer des politiques libérales absolument dégueulasses. Voilà. Bon, sur ce, poursuivons. Alors donc là, merde, je suis pas sur le bon voilà, là je suis sur le bon communiqué de presse. Et là, vous allez voir qu'il y a un argument. Merci pour le follow, Lucky Lock. Merci, enfin Lucky Look. Ouais, Lucky Look, pas mal. Et c'est pseudo très très rigolo. Et merci, Fustave pour ton encouragement. Du coup, ce sera en novembre. On marche sur la tête. Alors là-dessus pour les délais, les délais, j'ai pas trop suivi. Nougat, donc là-dessus je te fais un petit peu confiance, donc un faux chat. Alors, on va voir les autres arguments. Il n'y a pas eu que des arguments concernant la procédure. C'est-à-dire la violation des règles de procédure législative. Donc on avait vu que les arguments qui étaient avancés en termes de violation de la procédure législative, c'était clarté et sincérité des débats parlementaires, aussi la critique des délais d'examen resserrés prévus à l'article 47.1, et aussi le choix du véhicule législatif. Donc tout ça, ce sont des arguments de procédure législative, mais il y a un argument sur le fond qui a été invoqué. Et là ici, l'argument qui avait été invoqué, et ça visait spécifiquement le report de l'âge légal de départ à la retraite. On partait du principe que ce report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, ainsi que l'accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance requise pour obtenir l'obtention d'une retraite à taux plein, ça viole le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et ce 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il concerne la politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités et la sécurité matérielle des vieux travailleurs. Voilà. Et selon les députés, les dispositions du report de l'âge légal de départ à la retraite et l'accélération du calendrier sur le nombre d'annuités nécessaires pour obtenir le taux plein, donc ces dispositions avaient pour conséquence d'annuler les effets compensatoires des mesures destinées à corriger les inégalités entre les hommes et les femmes, et elles étaient contraires au 3e alinéa du même préambule. Ouais, donc il y avait ça aussi. Enfin, il soutenait que le report de l'âge légal de départ à la retraite avait pour effet d'accroître la prévalence des situations de chômage et l'allongement des périodes de précarité des seniors en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution. Bon, hier quand j'étais chez Cali, j'étais allé trop vite et je m'étais focalisé sur le 11e alinéa de la Constitution. Alors qu'il y avait d'autres arguments, il y avait le 3e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et il y avait le premier article de la Constitution. Voilà. Donc par sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'au terme du 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
Donc, suivant sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel juge que l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions du 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités. Il est cependant possible pour le législateur, afin de satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il peut, dans le respect de l'article 34 de la Constitution, il peut modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il ne lui est pas moins loisible, il peut aussi adopter pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, donc il peut choisir des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Voilà. Donc là en fait quand on parle d'opportunité, c'est un choix politique, un choix de vision du droit. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Alors à cette aune, en fait le Conseil constitutionnel effectue quand même un contrôle. Le Conseil constitutionnel va vérifier quand même si à minima la réforme qui est mise en place, est-ce que ça empêche toute solidarité nationale envers les travailleurs retraités. Et spoiler alerte, le Conseil constitutionnel va dire non, on n'en est pas à ce point-là. En fait, si vous voulez un petit résumé de cet argument, le Conseil constitutionnel va dire le législateur peut mener une politique libérale du système de réforme des retraites. Voilà, c'est pas interdit par la Constitution de mener une politique libérale. Voilà, il le dit pas texto, mais implicitement, c'est ce qui est sous-entendu. À cette aune, le Conseil constitutionnel relève qu'en adoptant les dispositions du report de l'âge légal et de l'accélération du calendrier pour les annuités, le législateur a entendu assurer, donc là ça va être l'argument, assurer l'équilibre financier du système de retraite par répartition, ainsi en garantir la pérennité. Donc c'est le fameux argument. Il faut sauver notre système de retraite par répartition, parce que si on vit plus longtemps, il faut... Voilà, c'est ça. Allez, faut bosser plus, là, il faut payer les aides aux entreprises, les baisses d'impôts des riches. Rien à foutre de ta dépression. Voilà. Donc du coup c'est l'argument classique, alors que ça repose encore une fois, ça repose sur des hypothèses, alors que je veux dire les prévisions du corps, elles sont purement hypothétiques, voilà. Et salut Zippolette, bienvenue. Alors le Conseil constitutionnel a notamment, compte tenu de l'allongement le législateur a notamment tenu compte de l'allongement de l'espérance de vie. C'est vraiment les arguments. En gros, littéralement, le Conseil constitutionnel avale les couleuvres, il avale les justifications de la politique macroniste. Voilà. Donc au nombre des mesures qu'il a prises, le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, tant pour les salariés du secteur privé que pour les agents du secteur public, ainsi que l'accélération du calendrier des annuités. Alors attends, que je regarde. Ouais bon, ok, il balance cette phrase-là, donc je vais poursuivre. Donc le législateur a par ailleurs maintenu ou étendu des possibilités de retraite anticipée, donc au bénéfice des personnes ayant eu des carrières longues, de celles ayant eu un taux d'incapacité de travail fixé par voie réglementaire ou encore travailleurs handicapés. Il a en outre maintenu l'âge d'annulation de la décote à 67 ans pour les salariés du secteur privé et institué un âge d'annulation de la décote dans la fonction publique. Ce faisant, il a pris des mesures qui ne sont pas inappropriées au regard de l'objectif qu'il s'est fixé et n'a pas privé de garantie légale les exigences constitutionnelles précitées. Donc, traduction, ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est les macronistes ont mené une politique libérale avec l'argument d'assurer, en gros, on peut mener une politique de retraite libérale pour soi-disant assurer l'équilibre financier du système de retraite et garantir la pérennité du système de retraite, soi-disant. Et en plus, à côté, on a mis en place d'autres mesures qui visent à compenser les désagréments du report de l'âge légal à la retraite, en prenant un tout petit peu en compte le taux d'incapacité de travail, ou encore la situation des travailleurs handicapés, ou encore les carrières longues. Voilà.
Donc en gros, c'est l'argument, ça passe de mettre en place une politique libérale avec des pansements sur les jambes de bois. Ça relève de la marge d'appréciation, c'est un choix de société. C'est ça qui est sous-entendu. Et ça méconnaît pas fondamentalement la solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités. Et ça porte pas non plus atteinte au principe d'égalité. Et la précarité, tout ça, c'est secondaire. Voilà. Puis en se prononçant sur le donc là, le Conseil constitutionnel rajoute une louche, puis en se prononçant sur la méconnaissance du troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de supprimer le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance de 4 trimestres attribués aux femmes, assurées sociales, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité. Donc en gros, ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est que la réforme ne crée pas une discrimination envers les femmes. Voilà, c'est un peu ça ce que sous-entend le Conseil constitutionnel, donc un peu la grosse blague. On peut virer le Conseil constitutionnel pour incompétence. Malheureusement, en fait le seul moyen de faire, si je puis dire, un nettoyage du Conseil constitutionnel, bien sûr un nettoyage institutionnel, bien évidemment, c'est d'avoir un autre président de la République, un autre président de l'Assemblée nationale et un autre président du Sénat, voilà. Si politiquement on pouvait mettre des gens de gauche à la tête de ces institutions, ce serait peut-être déjà un début, quoi. Voilà, ce serait pas mal. Et il y a pas de quoi dire. Merci à tous et toutes pour vos lurks. Ah là là. Bref, en tout cas, vous pouvez déverser votre sel sur cet argument qui a été à nouveau retoqué. Bon, maintenant, on va faire la liste des cavaliers sociaux qui ont été censurés. Alors, le Conseil constitutionnel a soit sur la base des critiques formulées dans les saisines, soit d'office, c'est-à-dire de son propre chef, censuré 6 groupes de dispositions qui n'avaient pas leur place dans la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Relevant qu'elle n'avait pas d'effet ou un effet trop indirect sur les recettes. Tout à fait, Ultra Clip. Thermomix, voilà la solution. Allez, c'est ça l'idée. Donc relevant qu'elle n'avait pas d'effet ou un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, par rapport à la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a, suivant sa jurisprudence constante relative aux cavaliers sociaux, censuré l'article 2 relatif à l'index senior, l'article 3 relatif au contrat de travail senior, l'article 6 qui apportait certaines modifications à l'organisation du recouvrement des cotisations sociales, de même que l'article 10 concernant les conditions d'ouverture du droit au départ anticipé pour les fonctionnaires ayant accompli leur service dans un emploi classé en catégorie active ou superactive pendant les 10 années précédant leur titularisation. Certaines dispositions de l'article 17 concernant le suivi individuel spécifique au bénéfice de salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposées à certains facteurs de risque professionnel. L'article 27 a été aussi censuré. Il instaurait un dispositif d'information à destination des assurés sur le système de retraite par répartition. Voilà. Donc, sans préjuger de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a donc censuré 6 ensembles de dispositions juridiquement détachables du reste de la loi. Oui, parce que je vous rappelle que c'est pas parce que vous avez des cavaliers sociaux, donc c'est-à-dire des dispositions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, qui sont censurées, donc qui sont supprimées, qu'elles sont contraires à d'autres dispositions constitutionnelles, qu'elles seraient contraires à la Déclaration des droits de l'homme, qu'elles seraient contraires au préambule de la Constitution de 1946, ou qu'elles seraient contraires à la Charte de l'environnement, ou qu'elles seraient contraires à d'autres dispositions qui figurent dans la Constitution de 1958. Voilà. Bon, en tout cas les juristes, j'espère que ça vous a intéressé. Donc je vous balance dans le chat ce communiqué de presse si vous voulez prendre le temps de relire, et je ferme cette capsule.